Il y a des décisions qui font du bruit, et puis il y a celles qui tombent dans le silence, avant de tout faire trembler. Ces derniers jours, quelque chose a changé. Pas une déclaration officielle spectaculaire, pas une conférence de presse dramatique, mais un mouvement discret, précis, calculé, et soudain, des noms que vous entendez depuis des années commencent à vaciller. Ferhat Meheni, Amir DZ, Zitou, des figures omniprésentes sur les écrans, très actives sur les réseaux, convaincues d'être intouchables. Et pourtant, et si le président Tebboune avait frappé là où personne ne s'y attendait? Et si ce que certains appelaient « opposition » était en réalité arrivé au bout de son propre récit? Et si cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière? Regardez bien, les alliances se fissurent, les discours changent, les accusations commencent à circuler entre ceux qui, hier encore, parlaient d'une seule voix. Chacun se justifie, chacun se protège, chacun regarde ailleurs, comme si quelque chose de plus grand venait de se mettre en marche. Ce n'est pas seulement une affaire de personnes, ce n'est pas seulement une affaire de nationalité, c'est une question de lignes rouges. Et quand elles sont franchies, l'histoire accélère. Ce que vous allez entendre n'est pas ce qu'on vous explique ailleurs. Ce n'est ni un slogan, ni un règlement de compte médiatique. C'est une lecture froide, posée, dérangeante parfois, mais nécessaire, de ce moment précis où le rapport de force semble basculer. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant si tu veux comprendre ce que d'autres évitent moi d'expliquer. Like cette vidéo pour soutenir Parole Franche DZ. Partage-la parce que ce débat concerne tout le monde. Dis-moi simplement en commentaire, cette décision était-elle inévitable? Oui ou non? Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut sortir du bruit et regarder le moment. Le timing n'est pas anodin. L'Algérie n'agit jamais dans l'urgence apparente, mais rarement sans calcul. Depuis des mois, les tensions s'accumulent. Sur le plan régional, sur le plan diplomatique et surtout sur le plan informationnel. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille où se mélangent militantisme, propagande, manipulation et intérêts étrangers. Pendant longtemps, certaines figures installées à l'étranger ont cru que la distance les protégeait, que l'Europe offrait un parapluie permanent, que le statut d'opposant suffisait à tout justifier. Mais les équilibres ont changé. Les capitales occidentales ne raisonnent plus en termes de discours, mais d'intérêt. Et quand un dossier devient encombrant, il cesse d'être défendu. Dans ce contexte, Alger observe, recense, documente. Pas seulement des paroles, mais des connexions, des financements, des relais, des rencontres. Ce n'est plus le temps de la réaction émotionnelle, mais celui de l'archivage méthodique. Chaque sortie médiatique, chaque déclaration excessive, chaque contradiction devient une pièce de plus dans un puzzle bien plus large. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. L'État algérien n'agit pas sous pression populaire immédiate. Il agit quand plusieurs lignes se croisent. La sécurité, la stabilité, l'unité territoriale et surtout la perception internationale. Car ce qui est toléré à un moment donné peut devenir inacceptable lorsque le contexte global bascule. C'est pour cela que ce moment précis intrigue autant. Parce qu'il arrive à la croisée de plusieurs crises, relations tendues avec la France, repositionnement régional, durcissement des discours identitaires et épuisement progressif d'un narratif de l'exil qui commence à se fissurer de l'intérieur. Ceux qui criaient le plus fort hier semblent aujourd'hui hésiter, se corriger, parfois se contredire. Rien n'est encore officiellement spectaculaire, et c'est justement ce qui rend la situation dangereusement sérieuse. Quand un État cesse de parler et commence à agir, ce n'est jamais un hasard. Ce qui est de frappant dans cette affaire, ce n'est pas seulement la pression venue d'en haut, mais l'effondrement progressif venu de l'intérieur. Car lorsque le vent tourne, les masques tombent toujours. Ceux qui se présentaient comme un bloc soudé commencent à parler chacun pour soi. Les silences deviennent lourds. Les regards se détournent et les mots, autrefois maîtrisés, se transforment en armes maladroites. Les déclarations ne sont plus coordonnées. L'un accuse à demi-mot, l'autre se défend en exposant ce qu'il jurait hier ne jamais révéler. Des phrases lancées à la hâte, des lives improvisés, des messages supprimés puis reformulés. On sent la peur de devenir le prochain. On sent surtout que la confiance n'existe plus. Car dans ce genre de situation, chacun sait une chose. Celui qui parle en premier tente souvent de sauver sa peau.
Amir DZ, Zitou, Meheni, longtemps présentés comme des voies distinctes mais convergentes, donnent désormais l'impression de marcher sur des lignes opposées. Les accusations de manipulation, de trahison, de double jeu surgissent. On évoque des contacts, des intermédiaires, des promesses jamais tenues. Chacun tente de se dédouaner en exposant la part sombre de l'autre, comme si la chute devait être collective, mais hiérarchisée. Et c'est là que le récit se retourne contre ses propres auteurs. Car à force de se présenter comme des victimes permanentes, certains oublient que la mémoire est tenace. Les contradictions s'accumulent, les anciennes déclarations refont surface, les vidéos ressortent, les captures circulent. Ce qui était nié hier devient admis aujourd'hui, parfois même revendiqué. Dans cette confusion, une chose devient claire. Il n'y a plus de ligne commune, plus de stratégie partagée, seulement des trajectoires individuelles qui se croisent et se heurtent. Certains parlent de complot, d'autres de sacrifices nécessaires. Mais au fond, chacun comprend que le temps de l'impunité perçue est en train de s'achever. Et quand un groupe commence à s'accuser lui-même publiquement, ce n'est jamais bon signe. C'est souvent le prélude à quelque chose de plus lourd, de plus structuré, de plus irréversible. Derrière le tumulte médiatique et les règlements de compte visibles, il y a un élément que beaucoup préfèrent ignorer, le cadre juridique. Car ce qui se dessine n'est pas une réaction émotionnelle, mais un mécanisme prévu depuis longtemps. Le droit, lorsqu'il est activé, ne fonctionne pas dans l'urgence, mais dans la précision. Et surtout, il ne vise pas des opinions, mais des actes qualifiés comme tels. La question centrale n'est donc pas de savoir qui critique, mais comment, avec qui et dans quel objectif. La loi algérienne, comme celle de nombreux États, trace des lignes claires lorsqu'il s'agit de l'unité nationale, de la sécurité de l'État ou de la collaboration avec des entités étrangères. À partir du moment où ces seuils sont franchis, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de liberté d'expression, mais de responsabilité pénale. Ce point est essentiel, car il explique pourquoi certaines figures se retrouvent aujourd'hui exposées. Les déclarations publiques, les appels répétés, les relations revendiquées ou documentées deviennent des éléments exploitables. Le droit ne juge pas l'intention proclamée, mais les conséquences mesurables. Et lorsqu'un dossier est constitué, il ne repose jamais sur un seul élément, mais sur une accumulation. Il faut aussi comprendre que ces procédures ne sont pas instantanées. Elles suivent des délais, des notifications, des phases d'examen. Ce temps long est souvent interprété comme de l'inaction. En réalité, il s'agit d'une phase de consolidation. Chaque mot compte, chaque contact est vérifié, chaque incohérence est notée. Et une fois le seuil franchi, le retour en arrière devient juridiquement difficile. C'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui certains acteurs. Non pas parce qu'une loi existe, mais parce qu'elle est désormais appliquée dans un contexte où les marges de négociation se réduisent. Le droit devient alors un outil de clarification brutale. Il sépare ce qui relève du débat politique de ce qui relève de la mise en danger de l'État. Et à ce stade, les discours moraux pèsent peu face à la mécanique froide des textes. Impossible de comprendre cette séquence sans élargir le cadre. Car ce qui se joue ne se limite pas aux frontières algériennes. Depuis des années, la France occupe une place centrale dans cet échiquier, parfois visible, parfois en arrière-plan. Accueillir, tolérer, relayer certaines figures présentées comme opposantes a longtemps été perçu comme un levier politique, un moyen de pression discret dans une relation historiquement complexe. Mais là encore, les règles changent. Les capitales européennes ne fonctionnent pas à l'émotion, mais à l'utilité. Lorsqu'un acteur devient trop bruyant, trop embarrassant ou contre-productif, il cesse d'être protégé. Les discours qui servaient hier à alimenter un narratif deviennent aujourd'hui des sources de gêne diplomatique. Et dans ce contexte, l'Algérie semble avoir décidé de poser ses propres conditions. Le message est subtil, mais clair. L'ingérence déguisée en hospitalité politique a un coût. Les accusations répétées, les campagnes numériques, les appels ouverts à la déstabilisation ne peuvent plus être dissociés de leurs effets réels. À partir du moment où un État considère que sa sécurité est menacée depuis l'extérieur, la question n'est plus idéologique, elle devient stratégique. C'est ici que la tension avec Paris prend une autre dimension. Non pas celle des déclarations officielles, mais celle des actes. Car refuser de coopérer, fermer les yeux
ou instrumentaliser certains profils peut provoquer une réaction en chaîne. Les relations bilatérales ne se gèrent pas à travers des plateaux YouTube, mais par des équilibres de pouvoir. Et lorsque ces équilibres se rompent, les ajustements sont souvent brutaux. Ce qui dérange certains observateurs, c'est précisément cette fermeté nouvelle. L'Algérie ne demande plus à être comprise, elle impose d'être respectée, elle ne plaide plus, elle documente. Et dans ce bras de fer silencieux, les individus pris entre deux agendas deviennent les premières variables d'ajustement. À ce stade, une chose apparaît clairement. Ce qui était toléré hier au nom de la liberté devient aujourd'hui inacceptable au nom de la souveraineté. Et cette bascule ne dépend plus des discours, mais des rapports de force réels. Mais au-delà des noms et des accusations, une question plus vaste se dessine. Qu'est-ce qu'être algérien aujourd'hui, quand l'identité est à la fois revendiquée et contestée, quand certains s'expriment depuis l'étranger et que d'autres décident au moins pour le pays? Qui détient réellement le récit? La liberté d'expression ne se mesure pas seulement en volume de décibels sur les réseaux. Elle se mesure dans le respect des frontières, des lois et des principes qui ont façonné ce pays. Regardez autour de vous. Chaque décision, chaque geste, chaque alliance dessine la trajectoire de la nation. Et quand ceux qui semblaient intouchables vacillent, c'est une opportunité pour réfléchir sur notre propre rapport à l'histoire, à la mémoire, à la citoyenneté. L'Algérie n'est pas seulement un espace géographique, elle est un miroir. Et ce que l'on voit dans ces mouvements politiques, ces affrontements, ces choix stratégiques, c'est aussi ce que chacun porte en lui. Loyauté, calcul, engagement ou désorientation. Chaque spectateur, en observant ces dynamiques, est invité à s'interroger. Quels sont les principes qui valent de plus que la popularité ou l'exil? Quelles alliances sont réellement bénéfiques pour l'unité et l'avenir du pays? Et surtout, comment discerner entre l'apparence des faits et la réalité de leurs conséquences? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate, et c'est précisément ce qui rend l'analyse incontournable. Maintenant, avant de plonger dans la suite des révélations, prenez un moment. Abonnez-vous pour rester informé de ce que d'autres médias taisent. Likez cette vidéo pour soutenir un contenu indépendant, clair et réfléchi. Partagez-la car ce débat dépasse les écrans et concerne chaque Algérien.